Le Cap a bien failli devenir la première ville au monde à ne plus avoir de ressources en eau. Nous avons connu une période de sécheresse inédite en 4 siècles. On ne s'y attendait vraiment pas. On n'était pas du tout prêt à gérer un problème de cette ampleur. À chaque fois que la province du Cap occidental ou que la municipalité signalait un problème ou demandait de l'aide, le gouvernement trouvait une bonne excuse. Il n'y a aucun doute, l'eau est devenue une arme entre l'ANC qui est au gouvernement et l'opposition, l'Alliance démocratique. Nous avons dû prendre des mesures d'urgence. Cela impliquait d'augmenter les réserves d'eau, mais surtout de restreindre la consommation. C'est terrible quand il n'y a pas d'eau et que vos enfants vous disent « Maman, fais quelque chose ». Comment leur dire que c'est la ville, le gouvernement qui a coupé l'eau? Il faut se débrouiller, essayer d'en trouver. Cookies? Don't you want cookies? Let's cookie. La ville du Cap, en Afrique du Sud. 2 millions de personnes vivent dans le township de Mitchell's Plain, l'un des nombreux quartiers pauvres de la ville. Ici, le quotidien est marqué par le chômage et la criminalité. Mais depuis des mois, on n'y parle plus que d'une chose, la pénurie d'eau. Que va-t-il arriver au Cap occidental, au quartier de Tafelsig? Les gens vont finir par s'entretuer pour de l'eau. Il faut vraiment faire quelque chose avant que ça n'arrive. Tous les samedis, Mastohera Kolup fait du porte-à-porte avec sa plus jeune fille pour vendre des gâteaux. Elle connaît les soucis de ses voisins et clients. Dans le second plus grand township du Cap, les classes moyennes côtoient les plus pauvres. Les petites maisons en briques ont l'eau courante et depuis peu, beaucoup possèdent de nouveaux compteurs d'eau. Ça, c'est un nouveau compteur à eau. Les anciens ont été remplacés par ceux-là. Ils n'ont même pas vérifié si la tuyauterie était en bon état avant de les poser. Ils les ont installés, qu'on soit à la maison ou pas. Ils font ce qu'ils veulent. Voilà comment nous traite la municipalité. Ces compteurs ne fonctionnent pas correctement. Depuis qu'ils les ont installés dans le coin, on n'a que des problèmes avec l'eau. Que des problèmes. C'est injuste. La sécheresse qui n'en finit plus fait souffler un vent de panique sur la ville du Cap. Les habitants de Mitchell's Plain ont peur d'être les premiers à qui la ville coupera l'eau. Je me demande si nous disposons vraiment d'autant d'eau que les quartiers blancs. Ils ont de gigantesques maisons, des piscines, des fenêtres qui doivent être nettoyées. Ils font du jogging et se douchent après. Vous ne me ferez pas croire ça. Je suis sûre qu'on est perdant dans cette histoire. On a le droit d'avoir de l'eau. C'est un don de la nature, un don de Dieu. Avoir de l'eau, c'est un droit. Selon l'UNESCO, 3,6 milliards de personnes souffrent du manque d'eau. Désormais, la métropole sud-africaine du Cap est également concernée. Les lacs artificiels qui approvisionnent 99% de l'eau utilisée par la ville sont presque à sec. Il ne pleut plus suffisamment depuis 3 ans. Il n'y a aucun doute. Nous vivons une période de changement climatique.
Les précipitations anormalement basses de ces 3 dernières années et demie laissent présager que ce sera encore plus dramatique que prévu. Nous devons considérer le changement climatique comme un facteur déclenchant de ces variations météorologiques. Le Cap est à 2 doigts d'une catastrophe humanitaire. À la mairie, on recherche fébrilement des solutions pour limiter les dégâts. C'était angoissant. Il ne pleuvait pas et les niveaux des lacs artificiels baissaient. On perdait espoir, mais je ne pouvais pas permettre qu'une ville bien gérée soit à court d'eau. 4 millions d'habitants qui pourraient bientôt être assoiffés. Épidémies, émeutes, effondrement de l'économie régionale. La peur se répand comme une traînée de poudre. Alors que le niveau des lacs artificiels continue de baisser, la ville tire le signal d'alarme. Nous avons demandé au gouvernement national de déclarer l'état de catastrophe naturelle pour la ville du Cap. Comme il mettait trop de temps à réagir, j'ai usé de mes pouvoirs de maire pour le faire moi-même. Depuis des années, les scientifiques avaient mis la ville du Cap en garde. Il fallait d'urgence exploiter de nouvelles ressources d'eau. Aujourd'hui, il est trop tard. Pour la cellule de crise, il ne reste qu'une solution, restreindre la consommation. Il n'y a jamais eu autant de mesures de restriction qu'au cours de ma première année de mandat. On m'a surnommée celle qui restreint la consommation d'eau. Depuis mon arrivée, on n'a fait qu'augmenter les restrictions à mesure que le niveau des réserves baissait. Les habitants du Cap sont autorisés à utiliser seulement 50 litres d'eau par jour. Rien que pour leur chasse d'eau, les Européens utilisent quotidiennement 30 litres. Au Cap, si on a besoin de plus d'eau, on doit faire la queue au point d'eau public. Certains habitants des brouillards du Cap ont imaginé un nouveau métier, celui d'aquapreneur, de livreur d'eau. Nous assistons à un entraînement pour le Day Zero, comme le nomme la municipalité. Le jour zéro, c'est le jour où les réserves d'eau seront épuisées, où les robinets seront coupés et où les citoyens ne pourront étancher leur soif qu'au point d'eau public. Je n'aurais jamais pensé qu'à mon âge, je devrais à nouveau porter de l'eau. Si la ville avait pris au sérieux le changement climatique et exploité plutôt d'autres sources d'eau, les piscines du Cap ne seraient pas vides. Mais même les économies les plus sévères n'apportent pas le résultat escompté. La cellule de crise doit prendre des mesures encore plus drastiques. Elle rend publique la consommation des ménages via Internet. Plus le verre est clair, plus la consommation est élevée. La cellule a également mis en place un numéro gratuit que les citoyens peuvent appeler pour dénoncer les gaspilleurs d'eau. En d'autres occasions, nous avions aussi incité les citoyens à se dénoncer les uns les autres. Nous sommes convaincus que c'est le moyen le plus efficace pour faire comprendre que chacun, individuellement, doit vraiment baisser sa consommation. En parallèle, chacun réalise que nous savons exactement ce qu'il consomme. La crainte d'être ainsi cloué au pilori est efficace. La consommation d'eau du Cap chute de 1,2 milliard de litres par jour au niveau surprenant de 500 millions de litres. Des maisons à la périphérie de la ville, à Durbanville, sont aussi répertoriées sur Internet. Beaucoup de riches vivent ici. Et personne ne veut passer pour un gaspilleur, du moins pas sur Internet. 28, 29, 30. Stop. That's a 30-second shower, Claire. Pour maintenir sa consommation d'eau à un bas niveau, la famille Trabet économise sur les douches. On rince les toilettes avec l'eau recueillie pendant les douches. Comme ça, on évite de gaspiller l'eau potable. Les plus fortunés des habitants du Cap ont une échappatoire. Ils achètent de l'eau dans les supermarchés et restent ainsi dans la limite des 50 litres officiellement autorisés.
Nous stockons de l'eau dans la salle de bain des invités. Au début, nous avions environ 200 bouteilles que nous avons utilisées pour cuire ou pour boire. C'était plutôt sportif de les apporter ici depuis le garage. Mais ça nous a permis de tenir un bon moment. Chacun dans la famille a dû faire un effort et prendre conscience de ce que nous consommions vraiment. Nous utilisons maintenant de l'eau en bouteille pour boire. Nous en utilisons aussi pour cuisiner et même pour remplir la gourde des enfants pour l'école. Le Cap est une métropole bien portante et une destination touristique prisée, qui réalise près de 10% du produit national brut sud-africain. Si l'approvisionnement en eau de la ville n'est pas assuré, les touristes ne viendront pas, les capitaux s'enfuiront, et avec eux, la perspective d'une économie florissante. Pourtant, il y a un besoin urgent en emploi, surtout dans les townships. On estime que 70% des habitants y sont au chômage et sans protection sociale. Moefieda, l'amie de Mastoera, élève seule ses enfants. Elle a déjà du mal à s'en sortir et voilà que depuis peu, elle reçoit des factures d'eau exorbitantes. Cette facture d'eau se monte à 27 508 rand et 93 cents, environ 1 600 €. Je ne comprends pas pourquoi nous recevons ces factures exorbitantes. Personne ne peut payer ça ici. Et je ne suis pas la seule à recevoir des factures comme ça. Les habitants du Cap doivent ces factures d'eau élevées à leur propre sens de l'économie. En effet, à cause de la consommation réduite, la ville encaisse moins d'argent. Pour être exact, 100 millions d'euros en moins. La ville ne contrôle que les particuliers. C'est sur eux qu'elle exerce une pression pour qu'ils consomment moins. Mais du coup, ces recettes se sont drastiquement réduites. Ils nous obligent à moins consommer, nous félicitent, mais comme leurs recettes sont en chute, ils créent un impôt sécheresse exceptionnel. Et pour finir, on est puni d'avoir fait des efforts. Dans les townships, les factures exorbitantes s'expliquent également par les fuites dans les vieilles canalisations. Regardez ce compteur à eau qui fuit. L'eau de ces gens fuit depuis des mois. La municipalité ne se déplace pas pour le réparer. Toute cette eau qui fuit est perdue. Ce compteur gaspille plus d'eau qu'il n'en économise. Si la crise de l'eau est si terrible, pourquoi la municipalité ne le répare pas? Puisque les personnes comme Moefieda ne peuvent pas payer leurs factures, la ville a reprogrammé les compteurs. L'approvisionnement en eau est réduit à 350 litres par jour et par maison. Et peu importe si dans certaines maisons vivent plus de 10 personnes. Il n'y a pas longtemps, mon fils m'a demandé pourquoi il n'y avait plus d'eau au robinet. Je n'ai pas su lui expliquer pourquoi on m'avait coupé l'eau ce jour-là. J'ai dû aller demander de l'eau aux voisins. Et la municipalité veut encore aller plus loin. À l'avenir, les gens d'ici devront payer leur eau d'avance. Et elle ne coulera du robinet que si elle a été prépayée. Les gens finiront par se battre et s'entretuer pour de l'eau. Je ne veux pas que ça finisse comme ça. L'eau est un droit. Comment peut-on se battre pour cela alors que c'est un droit constitutionnel? Ce sont les habitants du Cap qui ont sauvé la ville. En modifiant leur rapport à l'eau et en réduisant leur consommation. Cela nous a permis de survivre.
Mais les héros de la crise sont fatigués et en ont assez de devoir payer les pots cassés par les politiciens. J'ai des seaux dans toute la maison. Je n'utilise plus mon lave-vaisselle et je porte mes vêtements plus longtemps. Je me change moins souvent. Franchement, la municipalité du Cap me fatigue avec son mantra « Vivre avec 50 litres par jour, c'est normal ». Je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus porter de seaux. Pour le propriétaire de cette chaîne de salons de coiffure, c'est son existence et celle de ses 50 employés qui sont en jeu. Mon commerce est tout pour moi. Je n'ai pas de plan B. Le jour où il n'y aura plus d'eau, je n'aurai plus qu'à fermer boutique. Je n'ai pas d'alternative. La maire trouve que nous sommes une ville formidable. Nous avons réduit notre consommation d'eau à 60 litres par personne et par jour. Et nous devrions en être fiers. Elle ne réalise pas ce qui est en train de se passer. Des entreprises se délocalisent. Elles ne veulent pas rester dans cette ville avec de telles perspectives. Il y a 25 ans, avec l'ANC, Nelson Mandela a obtenu de haute lutte la fin de l'apartheid. Une nouvelle ère débute pour l'Afrique du Sud avec une nouvelle constitution. L'eau est déclarée patrimoine commun et sa gestion est confiée au gouvernement national. Cette décision joue un rôle dans l'actuelle crise de l'eau de la ville du Cap. Les politiques ont leur part de responsabilité. Mais le fond du problème, c'est que le ministère des Finances a dit aux services en charge de l'eau qu'ils ne recevraient plus d'argent. En réalité, les caisses étaient vides car l'argent avait été détourné. Le monde entier a soutenu le pouvoir noir en Afrique du Sud. Il est vrai que nous devons faire amende honorable pour les erreurs du passé. Mais il faut aussi reconnaître que l'économie noire est devenue une feuille de vigne qui masque la corruption. Ça a l'air moral, ça sonne bien, on ne peut pas s'y opposer, mais en réalité, c'est un paravent qui dissimule beaucoup de corruption. La ville du Cap et sa province sont gouvernées par l'Alliance démocratique, tandis que tout le reste du pays est contrôlé par l'ANC. La ville, et surtout les femmes qui y détenaient le pouvoir, était une véritable épine dans le pied du président Jacob Zuma, démis en 2018 pour corruption. Selon mes informations, une réunion s'est tenue en 2014 au ministère des Ressources naturelles. Et une de mes connaissances m'a informé de ce qui s'y était dit. Le cœur de la discussion était de savoir ce qu'il fallait faire de Hélène Zille et de Patricia de Lille. Patricia de Lille venait de dénoncer le trafic d'armes. Et Hélène Zille, à peine nommée Premier ministre de la province du Cap occidental, faisait tout un tapage à propos des déclarations de Zuma sur le sida. C'est à ce moment-là que le ministère des Ressources naturelles a décidé de transformer l'eau en arme. Ils ont instrumentalisé l'eau pour donner une leçon à l'Alliance démocratique, et en particulier à ces deux femmes. Dans les faits, ce sont les citoyens qui souffrent de ces petits jeux politiques. Après la démission de Jacob Zuma, une nouvelle clique prend le pouvoir. Le nouveau ministre en charge de l'eau doit rendre des comptes. Que répondez-vous à ceux qui accusent le gouvernement d'être responsable de cette crise de l'eau au Cap? Ce point de vue est un peu simpliste. Il faut penser en termes d'institutions. Si on sépare tout, les municipalités, les provinces, le gouvernement, on crée des problèmes. Nous devons combattre cette mentalité de clocher. Nous sommes un seul gouvernement, constitué par ces trois piliers. Reste à savoir si les choses changeront au Cap avec le nouveau gouvernement. Mais le fait est que les caisses sont vides. Le Cap doit donc assumer ce qui normalement relève des compétences du gouvernement, à savoir l'exploitation de nouvelles sources d'eau.
La construction des 3 sites temporaires de désalinisation est pour l'essentiel achevée. Nous en avons 2 qui alimentent déjà le système en eau. Nous construisons aussi une station de recyclage des eaux qui sera rentable d'ici le prochain exercice budgétaire. Les forages dans les nappes phréatiques se poursuivent et donnent déjà quelques résultats. En réalité, c'est l'État qui devrait financer ces nouveaux investissements dans l'industrie de l'eau. Mais comme le gouvernement de Zuma a pillé les caisses, les citoyens du Cap doivent payer l'addition, sans être associés aux décisions. Le gouvernement de l'Alliance démocratique a fait pression au niveau local et provincial pour que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. Et de ce fait, les mécanismes de contrôle habituels sont suspendus. Les citoyens perdent leur droit de regard dans la prise de décision. Normalement, une demande pour faire une station de désalinisation ferait l'objet d'un examen minutieux. Les citoyens y prendraient également part. Mais avec la déclaration d'état de catastrophe naturelle liée à la sécheresse, ce droit de regard est supprimé. Les 3 petites stations de désalinisation ont surgi de terre très rapidement et à grands coups. Elles sont de véritables gouffres énergétiques et couvrent en réalité à peine 2% des besoins en eau quotidiens. Si seulement quelqu'un avait dit stop, réfléchissons 3 mois de plus pour trouver une solution durable, cela aurait été tellement mieux que de se dépêcher de faire quelque chose qui ne sert à rien. Le changement climatique conduit à une redistribution des précipitations au niveau mondial. Les régions situées au nord et sous les tropiques ont plus de précipitations. Les régions centrales et arides connaissent plus de sécheresse. La municipalité du Cap a compris que les précipitations seules ne suffiront plus à alimenter la métropole en pleine croissance. Les scientifiques, dont les mises en garde ont été ignorées pendant des années, doivent maintenant développer des solutions rapides. Et ce sont les politiciens qui en récoltent les fruits. Une fois, nous avons été prévenus au dernier moment que la mer voulait voir un forage et, si possible, voir de l'eau jaillir du sol. À ce moment-là, nous n'avions encore aucun contrat avec une société de forage. Mais nous savions que si la mer voulait une photo, on devait se débrouiller pour que ce soit possible. Nous avons demandé à une société de prendre le risque d'installer un forage à Cape Flats. Ils ont travaillé toute la nuit, foré un puits, et quand la mer est arrivée pour faire ses photos, de l'eau jaillissait du sol. Le massif de la montagne de la Table compte de nombreux lacs de barrage, mais ses réserves sont réduites et ne représentent hélas qu'une goutte d'eau. À des centaines de mètres de profondeur, dans les nappes phréatiques naturelles, reposent pourtant des milliards de mètres cubes d'eau potable. Dès que possible, cette eau primaire fossile devrait jaillir des robinets du Cap. Normalement, nous devrions encore être en phase de sondage pour trouver le meilleur endroit pour forer. Depuis janvier, nous avons probablement percé plus de 100 puits. Ici, le puits a déjà 850 mètres de profondeur et il n'y a toujours pas la moindre trace d'eau. Ça a de quoi rendre nerveux. Quand un forage ne donne pas d'eau, on joue notre tête. On verra bien. C'est de l'exploration. On apprend en forant. On ne peut jamais savoir ce qu'on va trouver sous terre. La plus grosse partie des ressources souterraines ne se renouvelle pas. Si une trop grande quantité est pompée, le niveau des nappes baissera, ce qui aura de lourdes conséquences pour la faune et la flore. Toutes nos actions ont un impact. Il faut être honnête sur ce point, qu'il s'agisse de forage, de désalinisation ou de recyclage. Quand on développe une ressource en eau, il y a toujours un impact.
Mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons que la ville du Cap puisse affronter l'avenir, les nappes phréatiques sont essentielles. Et celles de la montagne de la Table sont un véritable remède contre la sécheresse. Le Cap n'est pas un cas unique. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité est déjà menacée par le manque d'eau. De Sao Paulo à Los Angeles, des villes ont fait les gros titres à cause de leur pénurie d'eau. Le changement de climat n'est pas le seul responsable de cette situation désastreuse. Notre habitude de gaspiller l'eau potable l'est aussi. Alors que les scientifiques en sont encore à chercher des solutions, les habitants fortunés du Cap ne restent pas inactifs. Pour ne pas renoncer à leur piscine, mais également pour ne pas passer pour des gaspilleurs, la famille Trabet s'est offert son propre puits. Voici notre puits. Il a 127 mètres de profondeur et jusqu'à présent, nous y puisons une bonne eau. Nous l'avons fait tester par un laboratoire local et nous venons de recevoir les résultats. Nous avons demandé à un spécialiste de nous conseiller un système de filtrage pour pouvoir le raccorder à la maison. Notre objectif est de devenir totalement indépendant du réseau de distribution. Nous utilisons l'eau du puits pour remplir la piscine en été et nous arrosons le jardin une fois par semaine ou tous les 15 jours. Il y a déjà près de 40 000 puits privés au Cap. Les experts eux-mêmes ignorent quelles conséquences cela peut avoir à long terme sur l'environnement. Je ne peux pas attendre que la municipalité agisse. Elle est incapable d'assurer ce service. Nous devons donc creuser un puits à nos propres frais et filtrer l'eau. Nous sommes une partie de la solution et non pas une partie du problème. Il suffit d'avoir de l'argent pour creuser. Pas besoin d'avoir un permis. Un puits privé coûte aux alentours de 10 000 €. Le capital circulera toujours. Les gens riches vont supporter cela un certain temps, puis ils partiront. Ils iront à Saint-Tropez ou ailleurs. C'est aussi simple que cela. Il y a une leçon cruciale à tirer de la manière dont la ville a communiqué durant cette période. Elle a suscité de la méfiance, de l'appréhension, et elle a poussé les citoyens à devenir indépendants du système d'eau. L'eau est un bien commun, un service qui nous concerne tous. Les tarifs, les impôts, le recouvrement des recettes, tout est crucial pour le bon fonctionnement de ce système. Plus les gens fortunés seront nombreux à quitter le système, moins il y aura d'argent dans les caisses de la ville. Il faudra alors augmenter la pression sur les plus démunis socialement. Depuis quelques mois, il existe au Cap une police de l'eau. Il s'agit d'une unité spéciale qui veille à ce que les habitants respectent les restrictions. Elle patrouille aussi dans les townships. Nous sommes au Cap. Il y a toujours le risque qu'une situation dégénère violemment, surtout lorsque les officiers sont confrontés à des actes illégaux. C'est pour ça que nous patrouillons toujours en groupe. Les 2 millions d'habitants du township représentent près de la moitié de la population du Cap, mais ils ne consomment que 4% de l'eau. Les 13 officiers de la police de l'eau recherchent des laveurs de voitures qui utilisent illégalement l'eau municipale. Là-bas, on lave des voitures.
Le robinet est là-bas. Maintenant, le problème, c'est de trouver le responsable. Il est parti. Les policiers doivent se contenter de confisquer les seaux remplis d'eau et le matériel de lavage. Dans les townships, les petits boulots comme celui de laveur de voiture représentent pour beaucoup la seule source de revenus et de subsistance. Where's the water coming from? Water. No, it's like tap water. Yeah, you got timer. Huh? Yeah, they got water from the tap. Yeah, it's also, not from the taps, from machine. From your where? My machine. I use the machine when they want to do the washing. Okay, so where's the machine? Can you show me the machine? You can show me the machine, then I'll be very happy. Mais il n'y a pas de machine à laver dans la maison. I know it's clean water. Yeah. You see, you're not allowed to use tap water to wash your car. So now, okay, come, let's just go back there. Let's just go back there. Le laveur de voiture doit payer environ 100 €. Une petite fortune pour les gens qui vivent ici. En général, ces amendes restent impayées et provoquent la colère dans les townships. Il veut une voiture propre. Alors nous la lavons. Pour gagner de l'argent. C'est pour ça qu'on fait ça. Vous les gars, je vous connais pas. Vous bossez. Vous avez du boulot. On ne comprend pas pourquoi vous voulez nous empêcher de bosser. Sérieusement, il y a plein de voitures ici à Khayelitsha. Et il faudrait les faire laver au Malawi? C'est du racisme. Vous ne pouvez pas venir ici à Khayelitsha. Vous ne pouvez pas nous interdire de bosser. Non, sérieux les gars. Ouais, allez vous faire voir. Et allez vous faire voir. Raymond, you can slowly make your way back now. No? Yeah, so that one. Okay, let's go there. Lorsqu'une pénurie d'eau aussi importante se produit, elle accentue et amplifie les problèmes sociaux latents. En Afrique du Sud, ce sont les inégalités de revenus qui sont les plus marquantes. L'Afrique du Sud est une société très inégalitaire. Ici, des personnes parmi les plus riches au monde, possédant des fortunes en biens immobiliers, côtoient les plus pauvres des pauvres, peinant à subsister. Ces gens ne sont pas seulement financièrement pauvres, ils ont aussi perdu tout espoir de connaître un jour une vie meilleure. Ils sont pris au piège de la pauvreté. Nom Vélo est arrivée il y a 8 ans dans la ville du Cap, dans l'espoir d'y trouver une vie meilleure. Elle a échoué à Khayelitsha, l'un des townships les plus pauvres d'Afrique du Sud. Il n'y a ni eau courante ni toilettes dans les cabanons. Des douzaines de familles se partagent un seul point d'eau. La municipalité a coupé l'eau de certains robinets pour faire des économies. Ça fait 2 mois qu'il n'y a plus d'eau ici. Je vais essayer ailleurs. Ça fait 2 mois. Dans les toilettes publiques de Khayelitsha, il n'y a plus de chasse d'eau. Les habitants préfèrent donc faire leurs besoins au milieu d'un terrain vague parmi les déchets. Une amie de mon fils est allée dans les buissons avec d'autres enfants. Un homme guettait la petite fille. Les autres enfants l'ont vue et ils ont compris qu'il voulait la violer. Ils ont crié et ont appelé à l'aide.
Des gens sont venus et l'homme s'est enfui. Mais la personne n'a toujours pas été arrêtée. Âgé de 32 ans, Nomvelo cherche depuis des années du travail. Sans succès. Elle a 3 fils et vit avec sa cousine et les 2 fils de celle-ci dans une minuscule cabane en tôle. 7 personnes dans 8 mètres carrés. Les pères des enfants sont partis. Rien d'exceptionnel dans ce quartier. La seule source de revenus des femmes dans les townships vient des allocations familiales. Nomvelo et sa cousine perçoivent en tout 100 € par mois pour leurs 5 enfants. Si le jour 0 devait arriver, les 2 femmes ne pourraient compter que sur le gouvernement et espérer que son aide soit plus efficace qu'elle ne l'est actuellement. Ils disent maintenant que le jour 0 arrivera l'année prochaine. Ça me fait peur. Je ne sais pas comment on va faire pour survivre. Beaucoup imaginent que le jour 0, les gens vont mourir de soif. Mais ce scénario est peu probable. Le danger réside bien plus dans les émeutes ou les épidémies liées au manque d'eau. Depuis le début de la sécheresse, de plus en plus de patients présentant des pathologies liées au manque d'hygiène affluent à l'hôpital du township. Le plus jeune fils de Nomvelo a des lésions cutanées depuis plusieurs semaines. La consultation à la clinique est gratuite, mais Nomvelo ne peut pas acheter les médicaments prescrits. Bien que l'infirmière connaisse les conditions de vie de ses patients, ses conseils bien intentionnés n'ont rien à voir avec la réalité de la vie dans le township. Depuis la menace du jour 0, toute l'Afrique du Sud tremble pour la ville du Cap. Mais au cœur du désert du Karoo, à peine 100 km au-delà des limites de la ville, une tragédie tout aussi dramatique est en train de se jouer. À Sutherland, des centaines d'agriculteurs luttent pour leur survie. Les spécialistes estiment que la sécheresse et la crise de l'eau coûtent près de 300 000 emplois à l'agriculture. La détresse des fermiers a poussé la plus grande ONG d'Afrique du Sud à intervenir. Alors que l'État devrait leur venir en aide, c'est en réalité l'ONG Gift of the Givers qui procure une aide alimentaire et du fourrage pour les animaux. Les fermiers de cette région couvrent 1/3 des besoins en viande de l'Afrique du Sud et produisent un mets délicat apprécié dans le monde entier, l'agneau de Karoo. La détresse des agriculteurs de Sutherland représente aussi un danger pour l'approvisionnement en vivres de toute l'Afrique du Sud. Ils ont besoin d'eau pour produire du fourrage. Mais il faut aussi de l'herbe fraîche pour nourrir les bêtes. Et sans herbe fraîche, ils doivent utiliser du fourrage pour sauver leurs moutons. Beaucoup de gros agriculteurs des environs possèdent leurs fermes depuis des générations. La majorité d'entre eux est au bord de la ruine. Gift of the Givers a déjà alloué près de 6 millions d'euros sous forme d'aide. Trop peu pour endiguer la tragédie. Il faudra plusieurs années pour que ça redémarre. L'agriculture n'est pas comme l'industrie, où vous pouvez stopper puis relancer les machines en 5 heures.
On ne relance pas l'élevage de moutons en 5 heures. On a besoin d'eau, d'une météo correcte, l'herbe doit pousser. Tout ça repose sur un cycle naturel qui ne peut pas être relancé aussi facilement qu'une machine. La pluie n'est pas la seule à faire défaut. Les puits aussi ne donnent plus d'eau. L'organisation caritative intervient aussi à ce niveau et fore de nouveaux puits pour les agriculteurs désespérés. On parle d'une région de 1,4 million d'hectares, où tous les puits seront bientôt à sec. Le niveau de la nappe phréatique est passé d'en moyenne 24 mètres de profondeur à 80 mètres. Ce projet a un coût énorme. Nous avons besoin de 200 puits pour lesquels nous devons creuser jusqu'à 80 mètres. Sur les 35 forages déjà réalisés, 26 donnent de l'eau. Le numéro 36 aboutit aussi dans une nappe phréatique. Hey man, dank je. Shit. Si les fermiers ne survivent pas, nous serons confrontés à un sérieux problème. Cette race de moutons, élevée depuis des siècles, parvient à résister aux conditions défavorables. Mais si ces moutons venaient à disparaître, nous perdrions l'une des meilleures races à laine et à viande au monde. Quand la menace du jour zéro a été évoquée, ils ne pensaient qu'à l'eau de boisson, qu'à l'eau nécessaire à la consommation humaine. Ils n'ont pas pensé à l'eau nécessaire pour faire tourner l'économie ou pour produire de la nourriture. Fouri et Petra Love se battent aussi pour leur survie. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas plu sur leur terre. Depuis longtemps, il ne pousse plus assez de verdure ici pour leurs chèvres et leurs moutons. Je dépense tout mon argent pour mes bêtes. Elles passent avant tout le reste. Elles sont mon gagne-pain. Je veille sur elles, elles veillent sur moi. Mais je n'aurai bientôt plus un sou. Comme il n'y a rien à brouter, les chèvres et les moutons reçoivent 200 sacs de maïs chaque mois. Aujourd'hui, les Love ne peuvent plus se permettre de nourrir leurs bêtes tous les jours. Elles doivent se contenter d'être nourries 2 fois par semaine. Quand les bêtes ne peuvent pas brouter, elles supportent mal le maïs. Il se forme trop d'acidité dans l'estomac. Nous devons alors rajouter du fourrage. Avant la crise, Fouri avait 2000 de ces précieuses chèvres angora. Mais il y en a de moins en moins. Il doit en vendre pour acheter du fourrage et régler ses dettes. Je n'ai pas envie de vendre mes bêtes. Je les aime. On a traversé ensemble des moments difficiles. C'est dur pour moi de les vendre, surtout quand elles ont encore toute la vie devant elles. Normalement, ces buissons devraient avoir des feuilles vertes. Elles constituent habituellement la nourriture principale des chèvres et des moutons. Comme il n'y a pas suffisamment de verdure,
les troupeaux affamés s'attaquent aux arbustes toxiques. Fourie a déjà perdu ainsi 10% de ses bêtes. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement des bêtes. Si un miracle ne se produit pas, Fourie perdra sa ferme et ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille. Les provinces du Cap occidental, du Cap nord et du Cap oriental avaient été déclarées zones de catastrophe naturelle. Mais ce statut a été levé sous prétexte qu'il a plu à certains endroits. Selon eux, la sécheresse est terminée. Mais c'est faux. Nous n'avons pas de plan B. Nous devons garder la ferme. C'est tout ce que nous possédons. Excusez-moi pour ces larmes. Je me fais du souci pour mon mari. Il dort mal, il est stressé du matin au soir. Il reste assis ici et fait et refait les comptes. Désolée. Tu veux un cognac? C'est ma femme qui souffre le plus. Elle doit supporter ma frustration. Si je ne l'avais pas, je serais sûrement déjà mort. Allez, ça suffit. Dans le désert du Karoo, les fermiers craignent pour leur survie. Au sud-ouest de la ville du Cap, les paysans sont tout aussi inquiets. Même s'ils ont des réserves d'eau issues des nappes souterraines du Cap, ils sont loin d'être en sécurité. La crise de l'eau n'est pas une crise liée à la sécheresse. C'est la crise de tout un système. La menace du jour zéro a créé la panique et nous a poussés, nous citoyens, à renoncer à nos droits. Avec sa coopérative Fa & Food, Nazir Sunday lutte pour la sauvegarde d'une bande de terre au sud du Cap, exploitée depuis des siècles à des fins agricoles. Sous les 3000 hectares de terre se trouve une immense nappe phréatique. Les fermes de petite et moyenne superficie couvrent un tiers des besoins en légumes du Cap. Elles emploient 6000 personnes, principalement des femmes originaires des townships environnants. Aujourd'hui, sur une grande partie des terres, la ville veut construire des habitations et implanter des industries. Des investisseurs privés travaillent déjà sur ce projet. Les grandes ressources en eau ne sont pas étrangères au fait que les terrains soient aussi attractifs. Mais les fermiers ne renoncent pas à leur existence sans livrer bataille. La coopérative a porté plainte contre la ville. Ce conflit est aussi symbolique d'une question fondamentale. Comment la ville du Cap envisage-t-elle de gérer ses ressources à l'avenir? Nous voulons qu'un juge dise clairement ce qui est le plus important. Un libre accès à la nourriture, à l'eau et un environnement salubre pour les 4 millions d'habitants du Cap, ou bien la privatisation et la destruction de tout cela au seul profit de quelques investisseurs. 20 ans après sa révolution, il semble évident que l'Afrique du Sud reste profondément divisée. Est-ce qu'on lutte contre la pauvreté en donnant gratuitement de l'eau aux hommes ou plutôt en leur donnant un travail? C'est une question philosophique fondamentale. Je suis d'avis que si on donne de l'eau gratuitement, on rend les gens pauvres dépendants de l'État. C'est exactement cela que l'ANC a fait. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes.
La plupart des risques existentiels liés au changement climatique s'accumulent dans les centres urbains et menacent l'ordre social. C'est aussi le cas de la pénurie mondiale d'eau qui s'accroît. Dans le coin, l'eau sera bientôt comme des diamants, ou comme de la drogue. Ça va être comme ça. Si les politiciens nous avaient écoutés, on ne serait pas dans cette situation. On n'aurait pas parlé de ce jour zéro. On subirait la sécheresse, bien sûr, mais pas cette crise de l'eau. Pour tenir le coup face au changement climatique et à leur population en essor, les villes doivent s'armer contre l'imprévu. La municipalité de la ville du Cap a reconnu que seule l'exploitation de différentes sources d'eau apportait une sécurité durable. Qu'il s'agisse de stations de désalinisation ou de recyclage, ou encore de forage des nappes phréatiques, rien ne se fera sans dégâts pour l'environnement. Les conséquences du changement climatique sont complexes. Mais la situation de la ville du Cap montre également que la pénurie d'eau n'est pas seulement une question de manque de pluie. Les gouvernements seraient bien avisés d'écouter les scientifiques à propos des méthodes d'approvisionnement en eau, au lieu de se disperser dans des jeux de pouvoir politiques. Les politiciens ne doivent pas s'occuper de l'eau. Le jour où il n'y aura plus d'eau, on ne vous demandera pas de quel parti politique vous êtes. L'eau ne doit pas devenir le jouet des politiciens. L'eau est une ressource indéfiniment renouvelable. Mais la population mondiale est en pleine croissance et il faut la fournir en eau. Si nous, en tant qu'espèce, ne sommes pas capables de résoudre ce problème, notre avenir d'Homo sapiens est bien sombre. Le jour zéro symbolise aussi cela. Dans notre village global, personne n'échappera aux conséquences du changement climatique. L'Afrique du Sud nous aura mis en garde.